En novembre 2015, un étrange épisode marqua un exercice militaire conjoint. Des pilotes chinois, habitués à voler sur leurs robustes chasseurs Su-27, inspirés des modèles russes, se retrouvèrent face à un adversaire inattendu. Ce n'était ni un F-35 américain, ce bijou technologique hors de prix, ni quelques armes secrètes sorties des laboratoires du Pentagone. Devant eux, évoluait un appareil bien plus modeste en apparence. Un avion léger, conçu avec des ailes d'une forme inhabituelle, difficile à lire et à anticiper dans les manœuvres. Pourtant, en l'espace de seulement 4 jours, cette machine pulvérisa la quasi-totalité de l'aviation chinoise engagée dans l'exercice. 41 victoires contre seulement 9 pertes. À la surprise générale, cet avion n'était pas issu d'une grande puissance militaire. Il avait été conçu par un pays qui n'avait pas tiré un seul coup de feu en guerre depuis plus de 2 siècles. Et pourtant, il avait été pensé dès le départ pour répondre à l'une des questions les plus angoissantes de la stratégie militaire. Si toutes vos bases aériennes sont détruites dans les premières minutes d'un conflit, comment continuer à se battre? La réponse suédoise fut radicale. Créer un avion capable de se poser pratiquement n'importe où dans le pays, facile à maintenir en conditions opérationnelles par une poignée de techniciens et de conscrits, vite réarmés et remis en vol. Mieux encore, le coût horaire de ce chasseur ne dépassait pas 5 000 $, une fraction de celui d'appareils comme le F-35. 2 pays en Europe peuvent se targuer d'avoir évité la guerre pendant plus de 2 siècles, même durant les conflits mondiaux les plus meurtriers, la Suisse et la Suède. La Suisse doit sa tranquillité avant tout à sa géographie, un territoire protégé par la forteresse naturelle des Alpes. La Suède, elle, n'a jamais eu ce privilège. Proche de la Russie, longtemps exposée à l'ombre de l'Union soviétique, elle ne pouvait compter que sur une stratégie de défense audacieuse. Dès les années 1950, les stratèges suédois savaient qu'en cas de guerre totale, leurs bases aériennes seraient bombardées en priorité. S'ils voulaient survivre, leurs avions de combat devaient pouvoir décoller de routes de campagne ou même de pistes improvisées sur des tronçons d'autoroute. Le pays lança alors un concept inédit, le programme BIS-60, un système reposant non pas sur quelques grandes bases aériennes vulnérables, mais sur un réseau dense de sites de dispersion cachés dans tout le territoire. Chaque base aérienne comprenait non seulement une piste principale, mais aussi des zones auxiliaires au milieu des forêts ou le long des routes. Des dépôts enterrés, des hangars camouflés, une logistique mobile. Tout était pensé pour que les avions puissent rester opérationnels même après un bombardement initial. En somme, la nation entière devenait une sorte de gigantesque aérodrome. Pour que cette doctrine fonctionne, la Suède devait se doter d'avions conçus dès l'origine pour ce type d'environnement. C'est ainsi qu'en 1960 naquit un appareil emblématique, le Saab 35 Draken. Avec son aile delta double, silhouette futuriste pour l'époque, le Draken offrait vitesse supersonique et maniabilité exceptionnelle. Surtout, ses trains d'atterrissage renforcés lui permettèrent de décoller depuis des routes ordinaires. Ses moteurs Volvo RM6 lui donnaient une accélération suffisante pour exploiter des pistes courtes. C'était une petite révolution, un chasseur adapté à la survie dans les conditions extrêmes de la doctrine suédoise. Mais à mesure que la technologie soviétique progressait, radars plus fins, missiles de plus en plus précis, même ce système de dispersion devenait insuffisant. Il fallait aller plus loin. La doctrine évolua alors vers un concept encore plus audacieux, BS-90. Dans ce modèle, ce n'était plus seulement quelques routes qui servirent de piste, mais pratiquement toute la Suède qui devenait une base aérienne potentielle. Des segments d'autoroutes spécialement renforcés, des tronçons de lacs gelés, même certaines clairières forestières pouvaient accueillir un avion de combat. Mais cela supposait un appareil encore plus agile, capable de se poser sur à peine 800 ou 1000 mètres de piste. C'est là que fut lancé le développement d'un avion qui allait marquer durablement l'histoire de l'aviation, le Saab JAS-39 Gripen. La jeunesse du Gripen. En 1979, Saab et le gouvernement suédois décidèrent qu'il fallait un chasseur de nouvelle génération, petit, agile et surtout pensé pour combiner plusieurs missions, chasse aérienne, attaque au sol, reconnaissance. Les ingénieurs étudièrent plusieurs prototypes, certains avec ailes conventionnelles, d'autres avec la caractéristique aile delta associée à de petits canards avant.
Après plusieurs allers-retours et maquettes dessinées, le choix se porta en 1981 sur une version agile Delta Canard. Le projet JAS fut officiellement lancé en 1982. Le mot JAS résumait la philosophie. Jakt, chasse, attaque, attaque, spanning, reconnaissance. Le gouvernement suédois commanda alors 5 prototypes, puis une trentaine d'appareils de pré-série, avec l'idée de monter en puissance jusqu'à plus d'une centaine d'exemplaires. Pour symboliser la puissance autant que l'agilité, un concours interne fut même organisé pour lui donner un nom. L'avion fut baptisé Gripen, le griffon, créature mythologique mi-aigle, mi-lion. Mais derrière la belle image, la réalité industrielle fut douloureuse. Saab et toute l'aéronautique suédoise jouèrent leur survie. Contrairement aux États-Unis ou à la France, la Suède n'avait pas le marché de l'export pour amortir les risques. Si le Gripen échouait, cela signifiait l'effondrement de la filière aéronautique nationale. Derrière l'enthousiasme, les débuts furent chaotiques. Pour gagner du temps et de l'argent, Saab choisit de tester le pilotage électrique, fly-by-wire, sur des cellules de Vigen modifiées, au lieu de développer un démonstrateur dédié. Plus de 250 vols validèrent l'idée générale, mais cette frugalité allait présenter l'addition. En 1987, le premier prototype, immatriculé 39-1, fut dévoilé en grande pompe. La réalité, moins glamour, tenait à un détail révélateur. L'avion n'était pas entièrement terminé lors de la présentation, et les équipes travaillèrent la nuit pour finaliser ce qui manquait. Le logiciel du système de contrôle de vol se montrait capricieux. La cellule était volontairement instable pour maximiser la manœuvrabilité, et les marges de sécurité étaient minces. Le 9 décembre 1988, le pilote d'essai Stig Holmström fit décoller le Gripen 39-1 pour la première fois. 51 minutes en l'air, Mach 0,8 atteint. Plafond de 21 000 pieds, un vrai jalon. Mais la réactivité du système de contrôle était excessive, et l'avion demandait des corrections fines que le logiciel ne gérait pas encore parfaitement. Quelques vols plus tard, en février 1989, l'appareil s'écrasa à l'atterrissage. Le choc fut immense. Les livraisons promises furent repoussées, l'opinion publique douta, et l'on entendit de plus en plus de voix suggérant d'acheter un chasseur étranger déjà éprouvé. Pourtant, abandonner aurait signifié briser l'autonomie stratégique du pays. La Suède s'accrocha. Le second prototype, 39-2, reçut une version logicielle retravaillée. Le 4 mai 1990, un essai à grande vitesse tourna court à cause d'un pneu de train avant qui éclata, sans dégâts humains, mais avec un nouveau délai. Finalement, l'avion reprit l'air le jour même pour un court vol de 14 minutes, interrompu par un problème de refroidissement. Petite victoire, grande prudence, les essais se poursuivirent à pas mesurés. À l'automne, le 39-2 cumula 22 vols. Les appareils 39-3, 39-4 et 39-5 s'alignèrent pour la campagne d'essai. En décembre, le 39-4, doté d'une avionique intégrée revisée, vola au-delà des attentes. Mieux encore, un jalon symbolique fut atteint. Le Gripen parvint à maintenir un vol supersonique prolongé sans recourir à la post-combustion, une prouesse révélatrice de l'efficacité aérodynamique et du dimensionnement moteur. La route restait semée d'embûches. Le moteur RM12, une évolution du GE F404 adapté par Volvo Aero, montra des faiblesses de fatigue sur certaines aubes. L'intégration du radar et de l'armement avançait plus lentement que prévu. Des tensions naquirent avec un sous-traitant logiciel au sujet de correctifs critiques. Puis survint un second crash en août 1993, lorsque l'appareil 39-102 perdit le contrôle lors d'un test. Le pilote s'éjecta sain et sauf, mais la réputation du programme fut une fois encore atteinte. Les livraisons furent gelées et le calendrier renchérit d'un nouveau retard coûteux. Saab resserra les boulons. Les essais reprirent, avec des marquages orange sous les canards pour signaler la version logicielle modifiée. Cette fois, tout se déroula sans accroc. Début 1994, les chiffres redevenaient encourageants. Traînée plus faible que prévu, capacité de virage supérieures aux estimations et enveloppe de vol confirmée. Les essais d'armement s'enchaînèrent. Canon BK-27, missiles air-air et air-sol, séparation propre des charges, bonne stabilité. Les tests de fatigue validèrent une cellule tolérant plus de 9 grammes. Un moment symbolique survint.
En juin 1993, un Gripen de série, le 39-110, fut officiellement livré à l'armée de l'air suédoise. Le lendemain, pour prouver la logique même du concept BAS-90, l'avion se posa sur une autoroute ouverte au trafic. Le message était limpide. Le Gripen avait été pensé pour un pays où la route peut devenir piste à tout instant. Contrairement au Viggen qui faisait appel à des inverseurs de poussée lourds, le Gripen exploitait une aérodynamique intelligente. Ses canards en composite, fortement braqués à l'atterrissage, généraient une traînée importante et aidaient à casser la vitesse. Son train d'atterrissage, conçu avec une grande marge mécanique, encaissait les irrégularités de chaussée sommairement aménagées. Les deux petites roues avant améliorèrent la tenue de cap sur des routes étroites. Les freins carbone et l'antidérapage réduisirent les distances d'arrêt, même sur surface froide ou glissante. Mais l'ingéniosité du Gripen ne tenait pas qu'à son aérodynamique. Il fut conçu pour être remis en ligne par une équipe minimaliste, 5 appelés et un technicien qualifié. Pas besoin d'une caravane d'engins d'assistance, un camion-citerne, un véhicule de munitions, et l'avion pouvait repartir. Grâce à une APU, groupe auxiliaire autonome, les systèmes s'amorçaient sans support externe. Le ravitaillement moteur allumé, méthode qui réduit considérablement le temps au sol, faisait partie de la doctrine. En clair, l'appareil pouvait disparaître dans la campagne et réapparaître là où on ne l'attendait pas. Fin 1994, les livraisons reprirent un rythme soutenu et le programme d'essai dépassa les 70% d'achèvement. Vol plus long, plus chargé, plus rapide. Les objectifs de performance furent confirmés. Puis l'histoire bascula. Avec la fin de l'Union soviétique, la perception de la menace immédiate diminua et les budgets militaires se contractèrent. Le Gripen devait désormais aussi convaincre à l'export. Saab présenta l'avion dans les grands salons internationaux. L'argumentaire était clair: coût maîtrisé, facilité de maintenance, polyvalence, compatibilité croissante avec les standards occidentaux. À partir de 1996, le Gripen entra officiellement en service en Suède et devint la pierre angulaire de sa défense aérienne. Plusieurs versions furent déployées. Les premiers AB, puis les CD, compatibles ravitaillement en vol et interopérables avec l'OTAN, et plus tard une version profondément modernisée, dite E. Des pays européens comme la Hongrie et la République tchèque choisirent le Gripen via des formules de location-acquisition astucieuses. L'Afrique du Sud l'adopta à son tour. La Thaïlande l'intégra avec des radars suédois au sein d'une architecture de défense aérienne cohérente. La véritable transformation survint toutefois avec le Gripen U, fruit d'un partenariat stratégique avec le Brésil dans les années 2010. Ce modèle embarque un nouveau radar, un moteur General Electric F414 plus puissant, une autonomie accrue et une capacité d'emport élargie. La coopération allait au-delà de l'achat. Le Brésil participa à la coproduction, assurant une base industrielle et un avenir au programme sur la durée. Le Gripen s'imposa ainsi comme alternative crédible face à des plateformes plus lourdes et bien plus coûteuses, telles que le Typhoon ou le Rafale. Au-delà des performances, un aspect séduisit de nombreux décideurs: le coût d'exploitation. La philosophie suédoise visait un avion peu onéreux à faire voler, simple à entretenir, et pensé pour rester disponible le plus souvent possible. Beaucoup y virent la quintessence de l'efficacité scandinave: faire plus avec moins, sans sacrifier l'essentiel. Les débats autour du F-35 et de sa philosophie ont nourri une littérature abondante. Certains auteurs n'ont pas hésité à qualifier le Gripen de solution pragmatique face à la complexité et au coût croissant de l'avion américain. L'argument central, là où le F-35 promet une fusion de capteurs et une furtivité avancée, mais au prix d'une maintenance lourde et de disponibilité parfois décevante, le Gripen privilégie agilité, coût contenu et modularité. Le pari nordique, en d'autres termes, serait celui de l'intelligence opérationnelle plutôt que de la puissance brute. Cette modularité est l'un des piliers du Gripen. Dès le départ, son architecture avionique a été pensée comme un ensemble de briques logicielles séparées. Système critique de vol d'un côté, système de mission, radar, guerre électronique, gestion d'armement de l'autre. Résultat, on peut mettre à jour un domaine sans risquer d'en dérégler un autre. Une architecture ouverte permet à Saab, et, sous condition, à des partenaires, d'intégrer de nouveaux capteurs ou des armements récents en quelques mois, plutôt qu'en années,
comme sur des plateformes où tout est intimement couplé. Dans un contexte où les menaces évoluent vite, missiles de croisière plus discrets, drones, brouillage sophistiqué, guerre électronique pervasive, cette agilité logicielle devient un avantage majeur. Elle s'accorde aussi avec les réalités budgétaires de nombreux pays. Mieux vaut un chasseur qu'on peut moderniser régulièrement, sans immobilisation excessive ni factures astronomiques, qu'un bijou technologique difficile à maintenir à jour. Au milieu des années 2020, le Gripen reste l'un des piliers de la défense suédoise, sur fond de regain de tension en Europe. Le partenariat avec le Brésil garantit des perspectives industrielles. Saab poursuit des améliorations continues de l'avionique, de la guerre électronique et de l'intégration d'armements modernes, dont des missiles RR de dernière génération. Peut-être le Gripen ne sera-t-il jamais aussi diffusé que le F-16. Mais il occupe une niche stratégique, l'équilibre entre coût, performance et indépendance. Ce n'est pas simplement un avion de chasse. C'est l'expression d'une philosophie nationale forgée pendant la guerre froide, où l'on a fait du territoire, route, forêt, lac gelé, un allié. Un chasseur conçu pour survivre au premier choc, se disperser, réapparaître et continuer la mission. En somme, un rappel que la puissance aérienne ne se résume pas à dépenser plus, mais à penser mieux. À partir de 1996, le Gripen s'installe durablement dans le paysage suédois. Les premières versions AB remplissent le rôle de base. Les CD gagnent en maturité avec l'interopérabilité OTAN et la possibilité de ravitailler en vol, ce qui élargit considérablement le rayon d'action. Ensuite, arrive le grand chantier, la variante E, souvent appelée la nouvelle génération du Gripen. Cette évolution n'est pas un simple lifting. Le cœur de l'avion change. Nouveau radar, guerre électronique nettement renforcée, portée accrue, charge utile augmentée, et surtout le moteur GE F414, plus puissant et plus sobre dans l'usage opérationnel. Le partenariat avec le Brésil ne se limite pas à l'achat. C'est une coopération industrielle, avec transfert de compétences et production locale. Pour un programme lancé par un pays de taille moyenne, c'est un gage de continuité et de sérieux. Ce qui séduit, au-delà des fiches techniques, c'est la philosophie d'emploi. La Suède a conçu un chasseur que l'on peut maintenir avec des moyens modestes, redéployer sur des routes, remettre en l'air en quelques minutes. Une petite équipe suffit, des conscrits bien formés, un technicien chevronné, un camion-citerne, un véhicule pour les munitions, et l'avion est prêt. L'APU embarqué autorise la mise en route autonome. Le ravitaillement moteur allumé réduit les temps au sol. Les opérations dispersées compliquant la vie de l'adversaire, qui ne trouve plus de cible fixe à frapper. L'équipement reflète la même sobriété intelligente. Canard très braqué pour freiner à l'atterrissage, freinage carbone, antidérapage, train solide adapté aux pistes sommaires. Et surtout, une avionique pensée en module, les fonctions de mission sont séparées des fonctions critiques de vol, ce qui facilite les mises à jour fréquentes sans immobiliser l'avion des mois. Dans un monde où les menaces évoluent vite, pouvoir intégrer un nouveau missile, un nouveau brouilleur, un radar amélioré en quelques mois est un avantage très concret. Sur le plan international, le Gripen a trouvé sa place. Il n'a pas l'ampleur commerciale d'un F-16, mais il répond à un cahier des charges que beaucoup de pays recherchent. Un coût d'utilisation raisonnable, une bonne disponibilité, une maintenance gérable et un niveau de capacité crédible pour des missions RR et air-sol contemporaines. Des armées européennes comme la Hongrie et la République tchèque l'ont adopté via des formules flexibles. L'Afrique du Sud en a fait un pilier de sa flotte. La Thaïlande l'a intégré à une défense aérienne cohérente avec des radars nordiques. Les comparaisons avec le F-35 ont alimenté d'innombrables débats. D'un côté, le F-35 incarne la furtivité, la fusion de capteurs et une architecture logicielle extrêmement ambitieuse. De l'autre, il traîne une image de coûts d'exploitation élevés et de maintenance exigeante. Face à cela, le Gripen est souvent présenté comme l'option raisonnable, moins spectaculaire sur le papier, mais agile, moderne et surtout disponible et abordable. Certains auteurs vont jusqu'à défendre l'idée que, pour de nombreuses forces aériennes, un parc de Gripen bien soutenu rendra plus de services réels qu'un petit nombre d'appareils hyper sophistiqués mais difficiles à tenir en l'air. Ce n'est pas tant une querelle de chiffres qu'un différend de philosophie. Le modèle suédois privilégie la résilience nationale, disséminer, tromper, survivre au premier choc
et revenir au combat sans dépendre d'infrastructures fragiles. À cette aune, le Gripen apparaît comme l'outil cohérent d'une stratégie globale de défense totale, où la logistique, l'entraînement, les réseaux de commandement et la connaissance du terrain comptent autant que les performances pures. Au milieu des années 2020, alors que les tensions en Europe remontent, la pertinence de cette approche redevient évidente. La Suède poursuit ses améliorations incrémentales. Guerre électronique, capteurs, intégration d'armements modernes, missiles air-air de longue portée, munitions air-sol de précision, et tout ce qui permet de tenir tête à des adversaires bien équipés. Le partenariat brésilien assure de la profondeur industrielle et de la visibilité à long terme. Non, le Gripen ne sera probablement jamais l'avion le plus répandu au monde. Mais il incarne une voie singulière, l'équilibre entre coût, efficacité et indépendance stratégique. C'est un avion pensé pour la réalité, celle des budgets comptés, des infrastructures vulnérables, des ennemis capables de frapper vite et fort, et c'est peut-être pour cela qu'il inspire autant de respect. Parce qu'il a été conçu non pas pour des démonstrations de salon, mais pour survivre aux pires jours d'une guerre et continuer la mission. En filigrane, toute l'histoire du Gripen raconte la vision suédoise. Faire du territoire un allié, transformer les routes en pistes, multiplier les caches, confier l'essentiel à des équipes légères, fiabilisées par une ingénierie pragmatique. Du Draken au Gripen E, en passant par les doctrines BS-60 puis BAS-90, la Suède a patiemment bâti une dissuasion crédible sans renier sa sobriété. Le Gripen n'est pas qu'un chasseur. C'est la preuve qu'une nation peut, avec des moyens mesurés et une idée claire, concevoir un outil redoutable. Un symbole discret de souveraineté. Moins de tape à l'œil, plus d'intelligence. Et, au bout du compte, une force aérienne qui sait se disperser, se relever et frapper à nouveau là où on ne l'attend pas.